Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous allons attendre 2-3 minutes afin que tout le monde puisse se connecter. Je vous propose qu'on commence ce webinaire. Donc, bienvenue à toutes et à tous, hein. Aujourd'hui, nous vous remercions d'être présents à ce webinaire concernant la nouvelle batterie CNI de Huawei que vous pouvez voir à l'écran. Donc, aujourd'hui, nous ne parlons pas simplement de batterie, mais d'écosystème concernant les énergies renouvelables où les batteries ont toute leur place et deviennent indispensables dans le monde des ENR. Donc, je vais commencer par me présenter, puis introduire mon collègue Tanguy Leduc. Donc, pour mon compte, je m'appelle Laurent Pascal, je suis responsable du département stockage énergie chez Green Power Technologies et qui est account manager. Et aujourd'hui, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis chez Green Power et avec une expérience de quasiment 10 ans dans les énergies renouvelables. Je vais laisser la parole à mon collègue Tanguy Leduc. Ok. Ouais, bonjour à tous, merci Laurent. Donc moi c'est Tanguy Leduc, donc je suis Solution Manager depuis 4 ans chez Green Power. Alors, ça fait à peu près voilà, un peu plus de 8 ans que je suis dans le solaire photovoltaïque. Donc j'ai travaillé surtout sur le marché espagnol et portugais, puis là ça fait un peu plus d'un an que je suis sur le marché français. Donc aujourd'hui en tant que responsable technique avant-vente pour le marché français chez Green Power. Merci Tanguy pour cette présentation. Donc, Donc voici le programme de ce webinaire. Donc on va parler de Green Power très rapidement, donc présenter Green Power, ce que nous sommes et ce que nous faisons. Puis nous parlons du rôle stratégique des batteries dans les énergies renouvelables. Puis une présentation de cette nouvelle batterie CNI de Huawei. Puis nous verrons les modèles économiques et les cas concrets. Et puis nous passerons à une session questions-réponses. Donc Green Power qui nous sommes. Donc nous sommes aujourd'hui partenaires stratégiques de Huawei Fusion Solar avec le rôle de VAP. Donc VAP c'est Valuable Added Partner. Nous y reviendrons dans les prochaines slides. Donc je pense qu'aujourd'hui tout le monde connaît Huawei pour les célèbres onduleurs donc en tant que leader du marché. Mais Huawei c'est aussi des batteries pour le stockage de l'énergie. Une gestion complète de l'énergie via leur logiciel Fusion Solar et des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Donc quelques mots sur Green Power. Hein. On a été fondé en 2009. Puis depuis 2014, nous sommes Valuable Added Partner de Huawei sur la France. Présent en Afrique également depuis presque 10 ans et nous opérons également sur la région ibérique. Donc à droite de l'écran, vous pouvez vraiment voir nos zones d'activité et nos bureaux. Depuis 2009, c'est un peu plus de 10 gigawatts d'onduleurs commercialisés à travers nos zones d'activité.
Donc, notre rôle en tant que VAP, donc nous sommes le prolongement commercial, technique et logistique de Huawei. Nous sommes présents du conseil dès la phase de dimensionnement de vos projets ENR, donc PV ou PV plus stockage. On fait un accompagnement physique à la mise en service de vos centrales. On a un support technique et SAV tout au long du cycle de vie de vos projets et un stock permanent pour avoir des délais de livraison très raccourcis sur nos zones. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais rebalayer la gamme de produits CNA de Huawei. Donc, on commercialise et Huawei est présent sur la gamme CNA avec des onduleurs de 30 au 150 KTL MG0 avec des optimiseurs pour maximiser le rendement de vos installations, le Smart Logger pour la supervision et la communication. Depuis janvier 2025, Huawei c'est également des bandes de recharge rapide jusqu'à 600 kW. Et puis la nouvelle batterie CNI qui est au cœur de ce webinaire. Donc pourquoi avons-nous besoin de batteries dans les énergies renouvelables? Donc dans un premier temps, on parle de maximiser l'autoconsommation. Donc le plus souvent, on parle de PV shifting, donc décaler, stocker l'énergie pour une réutilisation ultérieure. Mais c'est également réduire la dépendance aux énergies fossiles en évitant l'émission de CO2 par exemple. Améliorer la fiabilité du réseau face à l'intermittence des ENR. Donc là, on va retrouver tout ce qui va être des services réseau. Et on va retrouver quelques applications comme l'intégration des véhicules électriques, l'indépendance énergétique et la résilience, et l'optimisation des coûts de l'électricité, donc le LCOE et le LCOS pour le stockage. Dans les batteries, on va retrouver deux grandes familles. Donc, on a la partie connectée au réseau et la partie off-grid. Donc là, c'est la batterie qui va créer son propre réseau. Dans chacun de ces contextes, les batteries trouvent des applications concrètes, type le grid farming, le backup ou le peak shaving. Et nous vous donnerons des exemples tout au long de ce webinaire sur quelques applications. Donc, rentrons dans le vif du sujet sur cette batterie, sur cette nouvelle batterie Luna de Huawei. Donc, il faut savoir que cette batterie existe en trois versions. Donc, on va avoir la version 215 kWh, 161 kWh et 107 kWh. Peu importe la version, vous aurez toujours le même cabinet. Donc, en haut à gauche de l'écran, vous pouvez voir les dimensions. Puis à droite, on va retrouver avec l'item numéro 2, la partie HVAC, donc Air et Liquid Cooling System. En 3, le battery pack ou ce qu'on peut appeler plus ou moins des modules. Donc on a des modules de type LFP. À l'intérieur, dans chaque module, vous allez retrouver 60 cellules en série de 280 ampères-heure. Dans la partie 4, vous avez le rack contrôleur module. Donc là, c'est le cerveau de cette batterie. Donc là, vous allez recenser le courant, la tension, etc. En 5, on a le Smart PCS. PCS pour Power Converter System, qui est ni plus ni moins qu'un moduleur bidirectionnel pour la charge et la décharge de cette batterie, donc de l'AC au DC et du DC à l'AC. Et puis en 6, on va retrouver la partie câble donc pour connecter cette batterie au TGBT, donc en 3 phases plus neutre. Quelques données techniques. Donc cette batterie, elle est IP55, installation à outdoor. Sur la puissance de sortie du PCS, on est limité à 108 kW et on a bien une profondeur de décharge tout le temps de 100%. J'insiste sur la profondeur de décharge parce que bien souvent, vous pouvez avoir des batteries avec un peu plus de capacité, mais un facteur limitant où le constructeur va dire que la profondeur de décharge est entre 10 et 90% par exemple. Donc là, c'est vraiment du 0-100% sur la batterie de Huawei. Donc lorsqu'on parle de garantie et de durabilité des batteries, il faut savoir que on a deux types de garanties, donc des garanties produits et des garanties performance.
Ici, la garantie de produit est assez simple, hein, donc la batterie elle est garantie 2 ans. Si vous la connectez au cloud de Fusion Solar, vous êtes automatiquement mis à jour à une garantie de 10 ans. Donc ça, c'est pour la garantie produit. Sur la garantie performance, donc sur les cellules LFP, elles sont soumises à deux facteurs limitant leur durée de vie. On a le nombre de cycles et on a la dégradation naturelle des cellules, donc de la chimie, donc influencée également aussi par son environnement, donc ça va être la température, l'humidité, où est-ce que la batterie se situe. Et là, sur cette dégradation naturelle, on est en moyenne autour des 20 ans. Ensuite, un autre facteur limitant, c'est le SOH. Donc là, c'est l'état de santé de la batterie. Donc toujours lié au LFP. On considère que lorsque vous avez perdu 40% de l'énergie initiale à l'intérieur de cette batterie, on considère qu'elle est en fin de vie. Donc deux exemples. Si vous prenez la courbe orange, on a un cycle par jour. Et vous voyez que on arrive au bout des 20 ans à un cycle par jour, ce qui correspond à 7300 cycles. Prenons la courbe en bleu maintenant, donc la courbe à 2 cycles par jour. Donc là, on voit qu'un peu avant la 14e année, on atteint 60% de SOH, donc de l'état de santé de la batterie, donc la dégradation. Et on considère que la batterie est en fin de vie. Et concernant les garanties, donc on a 10 ans ou 7300 cycles. Le premier facteur qui arrive à échéance, on considère que la garantie prend fin. Concernant la configuration de cette batterie, donc lorsqu'on est sur un schéma classique d'énergie renouvelable, donc PV plus ESS, on peut aller jusqu'à 20 batteries en parallèle. Donc si on prend la capacité maximale donc de 215 kWh, on peut aller jusqu'à 4,3 MWh pour 2,15 MW en puissance. Imaginons que vous êtes sur une centrale déjà existante et vous voulez rajouter des batteries. Si vous avez un onduleur d'une autre marque, pas de problème, ça fonctionne quand même. Il faudra juste vérifier la faisabilité au cas par cas et passer avec un EMS tierce. Le plus simple, c'est d'être en full configuration Huawei avec les onduleurs CNI que je vous ai présentés précédemment et avec les batteries Huawei. Donc là, pas à peine d'avoir un MSIR. Le simple Smart Logger 3000C01 fonctionne très bien. Avec l'application Fusion Solar, vous allez pouvoir paramétrer votre centrale et faire quelques applications que Tanguy vous présentera plus tard. Une autre configuration possible, lorsque vous n'avez pas de PV, donc là, le type d'application, par exemple, le remplacement d'un groupe électrogène. Donc, vous pouvez mettre jusqu'à 50 batteries en parallèle. Et une autre configuration, c'est avoir du PV plus des batteries et également un groupe électrogène. Donc là, ça va être des configurations qu'on va retrouver dans des usines, par exemple, ou surtout sur le marché africain. Et là, l'obligation d'avoir un EMS est indispensable. Quelques points concernant l'installation de cette batterie. Donc là, vous avez les distances à respecter. Donc si vous avez une batterie, si vous avez une installation horizontale ou par bloc. Donc toutes ces informations vous seront transmises à travers le manuel d'installation. Ça reste assez simple. Et sur la partie génie civil, deux options possibles, soit à travers des poutres ou sinon sur une dalle béton. Je laisse la main à mon collègue Tanguy pour vous présenter le calcul du LCOS. Ok, ça marche. Merci, merci Laurent, en tout cas pour cette présentation. Donc voilà, avec Laurent, on a pu du coup introduire alors, je vais partager mon écran. Ouais, je reprends la main, ça marche. C'est bon Laurent, on voit bien mon écran. Souci.
Ok. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, avec Laurent, donc on a vu d'abord une introduction évidemment de Green Power, évidemment après derrière une petite introduction sur les différents modèles, ou comment utiliser la batterie pour, euh, voilà, pour la rentabiliser, mais aussi l'utilité de la batterie en termes d'indépendance énergétique, etc. On a bien présenté la nouvelle batterie avec ses différents éléments à l'intérieur. L'idée, c'est bien voilà, que c'est une batterie, et c'est le gros avantage, qui est vraiment une batterie en plug and play total, hein. Voilà, comment vous avez vu la batterie, comment Laurent l'a présentée, avec les différents éléments à l'intérieur. Elle est livrée comme ça sur site. Il n'y a plus qu'à faire, en gros, des checks visuels sur site pour faire une mise en service qui se fait au final assez rapidement. C'est des checks visuels, mais des checks aussi de serrage, etc. Mais voilà, la batterie va s'installer et se mettre en service voilà, en une journée, disons. Donc c'est vraiment une solution vraiment plug and play. Là, l'idée, donc, c'est qu'on va voir les aspects, aller rentrer un peu plus en détail des différentes fonctionnalités de la batterie et le pourquoi la batterie Huawei permet réellement de minimiser le LCOS, donc le coût au final le coût par kilowattheure de la batterie CNI Huawei. Donc quand on parle de coût hein, de batterie, on parle de LCOS, donc de Levelized Cost of Storage sur toute la durée de vie de la batterie. Donc l'idée, comment ça se calcule? C'est bien avec donc le CAPEX, donc l'investissement initial, plus les coûts d'opération et de maintenance, et qu'on divise par le kilowattheure, donc, ce qui nous donne bien une valeur en unité en euros par kilowattheure sur toute la durée de vie de la batterie, donc en fonction de son utilisation, que ce soit 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou potentiellement plus. Euh, donc, au niveau du CAPEX, on parle bien du prix du produit en tant que tel, ça c'est évident, mais on a également en fait plein de coûts annexes, l'ingénierie, voilà, toute la conception du système, etc., qui là, dans le cas de Huawei, est extrêmement simple finalement, puisque c'est une solution vraiment plug and play. On a voilà, trois versions différentes et elle va simplement se raccorder comme si on raccordait un onduleur PV sur le réseau du client à 400 volts. Au niveau du transport aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement simplifié puisque on travaille avec une armoire qui fait 2,1 mètres de hauteur, donc qui peut être transportée directement dans des containers 20 pieds. Et puis au niveau de l'installation, voilà, on parlait, c'est une installation extrêmement simple puisque c'est vraiment une installation, enfin une armoire qui est plug and play, quoi. Donc tout est déjà pré-câblé, pré-assemblé à l'intérieur. Elle est livrée sur site comme ça, il ne reste plus qu'à la mettre en service. Et puis il y a d'autres sujets aussi sur le CAPEX, c'est tout ce qui va être en dehors de la batterie. En fait, là, typiquement, on va parler des câbles auxiliaires, par exemple où l'idée, c'est que là, les consommations auxiliaires de la batterie, donc l'alimentation en gros du système de refroidissement, va se faire directement à l'intérieur du cabinet de batterie. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un tableau de protection pour alimenter les auxiliaires, ni tirer des câbles jusqu'à la batterie. Hein, les seuls éléments externes finalement qu'on va avoir à la batterie et les travaux en plus, ça va être simplement de tirer évidemment les câbles AC, hein, donc les trois phases plus neutres qu'on va raccorder au tableau du client, et puis les câbles de communication, mais c'est tout. Euh, voilà. Et puis on l'a vu aussi en termes d'installation, alors le gros point sur le CAPEX, c'est la conception vraiment compacte et qui nous permet vraiment de minimiser les distances entre une armoire de batterie et une autre. Et la solution Huawei spécifiquement voilà, permet de pouvoir mettre une batterie quasiment à côté de l'autre. On peut avoir simplement 10 centimètres de distance, de séparation entre une batterie et une autre, ce qui nous permet vraiment de pouvoir minimiser l'espace nécessaire. Ce qu'on dit, c'est qu'en gros, on peut mettre, on va dire, à peu près 1 mégawattheure de stockage de capacité sur 30 mètres carrés. Donc c'est vraiment une emprise au sol qui est vraiment minimisée. Donc ça, c'est l'aspect CAPEX. Ensuite, sur l'aspect OPEX, on a vraiment un monitoring qui va être extrêmement précis. Alors, Laurent en a parlé un peu voilà, en introduction en disant qu'effectivement, on a le rack contrôleur module, qui est cet élément qui va récupérer toutes les informations et donc qui va être l'élément de contrôle aussi du rack. Donc c'est et du disons data logging et puis
du contrôle de chacun des packs de batterie. Et en fait, on va avoir des capteurs pour vraiment à tout niveau. Et donc, typiquement, avoir des capteurs de température, de tension et de courant au niveau de chaque paire de cellules dans le pack de batterie, quoi. Voilà, c'est une surveillance extrêmement précise et qui nous permet à distance d'avoir vraiment une visibilité totale de l'installation et donc d'éviter d'avoir des interventions nécessaires simplement pour faire un check, disons, de suivi de performance ou de suivi s'il y a certaines petites défaillances ou quoi que ce soit, on peut tout voir à distance. Donc l'idée, c'est que ce qu'on dit, c'est qu'en termes en tout cas de coûts d'opération et de maintenance, réellement, on a besoin de faire simplement une intervention par an qui durera à peine une demi-journée simplement pour faire euh, des checks de connexion électrique, de serrage, des checks du système de refroidissement, que ce soit les ventilateurs, le système de refroidissement liquide, donc avec une pompe, etc. C'est simplement faire des petits checks comme ça sur une demi-journée. Donc on a vraiment en fait une solution qui a cet objectif vraiment de minimiser les coûts d'opération et de maintenance. Je rajoute peut-être un petit point important, c'est le principe qu'on avait bien intégré dans la batterie Huawei, cette calibration automatique de l'état de charge. Évidemment, c'est nécessaire de pouvoir recalibrer la batterie. Il y a certaines solutions sur le marché en fait où cette calibration-là, elle doit se faire manuellement, donc aller sur site pour recalibrer l'état de charge de la batterie en fonction de sa dégradation. Dans la solution Huawei, ça se fait automatiquement en temps réel. Disons, à chaque cycle de charge-décharge, on va toujours recalibrer l'état de charge, donc pouvoir s'assurer qu'on utilise vraiment toute la capacité de la batterie en tant que telle. Ça se recalibre toujours. Et puis, l'autre point extrêmement important, c'est effectivement l'énergie. Pourquoi est-ce que dans une batterie Huawei, on arrive à sortir plus d'énergie? Euh, et quand on parle de pourquoi on sort plus d'énergie, c'est déjà parler de rendement. Et le rendement de la batterie Huawei, c'est le plus haut du marché. Normalement, vous pouvez challenger n'importe quel autre fabricant sur le marché, vous n'arriverez jamais sur ces valeurs-là. Ici, donc, on a un round trip efficiency, donc c'est-à-dire un rendement de charge et de décharge de la batterie aux bornes du PCS. Donc, c'est bien un rendement qu'on calcule en sortie du PCS, donc bien sur le côté AC. On arrive sur des rendements supérieurs à 91,3%. Ce qui est énorme. Sur le marché, des solutions traditionnelles, elles vont être autour de, on va dire entre 85 et 87%. Ça c'est un peu toutes les solutions traditionnelles aujourd'hui, en tout cas la majeure partie. Après sur le marché, il y a d'autres solutions, mais qui vont avoir, puis vous pouvez challenger les fabricants, mais qui auront des RTE en gros autour de, alors sur des solutions avancées, un peu en liquid cooling sur le marché, on peut trouver du 90 et quelques. Donc il faut vraiment faire attention à cet aspect-là, puisque c'est tout le calcul finalement de réellement ce qu'on va sortir de notre batterie. C'est le facteur principal, il est bien sûr au niveau du rendement même de toute l'installation. Et le RTE, il faut bien savoir, bien comprendre qu'il doit bien prendre en compte également les consommations auxiliaires de la batterie. Donc cette valeur-là incorpore bien ces valeurs-là. En tout cas, aussi les consommations auxiliaires de la batterie. Ensuite, il y a d'autres points aussi, c'est au niveau de l'optimisation en tant que telle des différentes cellules de batterie, des différents packs de batterie. En fait, on a vraiment une optimisation au niveau de chaque pack. Et donc, on peut équilibrer de manière active, en temps réel, les différents packs de batterie et donc minimiser le mismatch entre les différentes batteries. Plus d'énergie utilisable. Ensuite, il y a un autre point important, c'est au niveau du PCS. Alors, le PCS, à sa sortie, on y reviendra, il a cette capacité de pouvoir travailler de manière déséquilibrée. Et donc, il peut avoir un déséquilibrage de phase de 100%, c'est-à-dire avoir sur une phase, on va dire 30 kW, sur une autre 5 par exemple, et sur la troisième phase, j'en sais rien, 15 kW. Il peut vraiment travailler de manière déséquilibrée et donc beaucoup mieux s'adapter au déséquilibrage de phase de la consommation. Et donc, mieux utiliser l'énergie de la batterie, évidemment. On y reviendra. Et ensuite, toute l'intelligence du refroidissement. C'est un refroidissement hybride intelligent avec son algorithme précis qui va permettre de pouvoir minimiser la consommation des auxiliaires. Donc, on a un refroidissement hybride, liquide et refroidissement air, qui permet de gérer bien plus intelligemment la gestion thermique en interne dans la batterie. Donc, on va aller un petit peu en détail de chaque point, en tout cas certains points importants. Donc, le premier, c'est effectivement
l'optimisation au niveau de chaque pack. Donc l'idée, c'est que chaque pack de batterie chez Huawei a son propre optimiseur, c'est-à-dire qu'il a son propre convertisseur DC-DC. Donc en fait, c'est-à-dire que chaque pack de batterie, et c'est extrêmement important parce qu'en fait, entre un pack et un autre, il va y avoir une dégradation finalement différente. Et donc derrière, si on les rend pas indépendants, ces différents packs, eh bien on va avoir un certain mismatch qui va se créer et donc avoir un état de santé entre un pack de batterie et un autre qui va être différent. Au bout de, j'en sais rien, au bout de 10 ans, peut-être qu'on va avoir une batterie qui va avoir un état de santé de, j'en sais rien, 81%, et un autre pack de batterie qui va être à 82% ou 83%. Et donc cette différence-là d'état de santé, il faut bien pouvoir les rendre indépendants pour pouvoir maximiser l'utilisation de la capacité réellement disponible sur chaque pack. L'autre point important, on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment le principe de pouvoir travailler en déséquilibrage de phase. Donc là, on voit sur la gauche une solution traditionnelle où en fait, on va avoir une solution de stockage avec son PCS, avec son onduleur chargeur qui n'est pas capable de travailler de manière déséquilibrée. Et donc là, typiquement, on va avoir une installation où on a de toute façon un déséquilibrage de phase. Ça, c'est le cas de toute façon sur tout type de consommateur en triphasé. Il y a toujours un déséquilibrage de phase qui est créé. Et donc là, on va dire, voilà, on a 1 kW sur la phase 1, 2 sur la phase 2, 3 sur la phase 3, pour donner un exemple. Et donc, la batterie va devoir, en sortie, avoir la même puissance par phase. Et donc, finalement, on va être à 3 kW sur la phase 1, 3 sur la phase 2, 3 sur la phase 3. Et donc, on va avoir une perte. On va avoir 1 kW de surplus sur la phase 2, 2 kW de surplus sur la phase 3 qui partira au réseau. Et donc, cette énergie-là, finalement, elle n'est pas revalorisée. Ou sinon, dans l'autre sens, il ferait 1 kW, 1 kW, 1 kW s'il ne peut pas réinjecter au réseau. Donc, finalement, il n'utilise que 3 kW alors qu'il devrait en utiliser 6 en tout. 3 plus 2 plus 1. Donc, il y a réellement des pertes finalement de kilowattheures extrêmement importantes là-dessus. Donc, d'où l'importance de pouvoir travailler, si on regarde à droite, donc de manière déséquilibrée pour pouvoir s'adapter au déséquilibrage de phase des consommateurs. Donc, c'est un point extrêmement important et que je pense que voilà, les fabricants, pour moi, n'en parlent pas suffisamment. Et évidemment, nous, on souhaite vraiment communiquer là-dessus parce qu'il y a vraiment un intérêt fort, évidemment, et on le voit directement ce principe-là de vraiment pouvoir maximiser l'autoconsommation. Et c'est justement en ayant ce déséquilibrage de phase qu'on va pouvoir maximiser l'énergie de notre batterie, à pouvoir l'utiliser réellement, toute cette énergie, au meilleur moment, donc en heure pleine typiquement. Alors pour regarder un peu là, le système de réfrigération dans la porte, voir un peu à quoi ça ressemble, là, un peu réellement. Donc on voit là la pompe qui va faire circuler le liquide de refroidissement. Là, on a un petit réservoir et puis en dessous, on a deux ventilateurs. Et donc, l'idée, c'est qu'en fonction de la température extérieure, on va soit travailler en refroidissement liquide, soit en refroidissement à l'air. Donc, en lançant un peu une vidéo, on voit ce réservoir-là, on voit donc la pompe qui va faire circuler le liquide, donc qui va faire circuler dans chacun des packs de batterie qu'on voit ici. En dessous, ici, on voit le PCS, donc on voit qu'effectivement on va pouvoir refroidir par air le cabinet de batterie pour pouvoir assurer un refroidissement là au niveau du compartiment de puissance dans le cas où voilà, on peut avoir différentes températures extérieures, on y reviendra sur cette slide là. Donc le principe en tout cas des modes d'opération, en fonction de la température extérieure, on va soit faire circuler du liquide, donc on appelle ça le mode sport entre guillemets, ou le mode en tout cas où on va forcer, en tout cas faire circuler un liquide de refroidissement dans les différents packs de batterie. Mais si la température, disons, est en dessous de 20 degrés, peut-être entre 10 et 20 degrés, là l'idée c'est que simplement on a besoin juste de pouvoir ventiler en gros surtout juste sur la partie d'électronique de puissance, où c'est là si le PCS va réellement travailler à 108 kW, évidemment il va réchauffer un petit peu le compartiment batterie. Donc l'idée c'est simplement d'utiliser les ventilateurs pour refroidir légèrement en gros la partie d'électronique de puissance, mais on n'a pas besoin forcément
d'aller utiliser beaucoup de consommation auxiliaire en faisant travailler cette pompe. On va simplement faire tourner 2 petits ventilateurs et c'est tout. Donc c'est vraiment cette idée intelligente d'essayer vraiment de minimiser la consommation des auxiliaires. Et puis, évidemment, quand il fait très froid, ça peut vraiment impacter de manière importante des batteries. Quand il fait froid, l'idée, c'est bien de pouvoir du coup réchauffer le compartiment batterie. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser la chaleur des PCS quand ils sont en fonctionnement pour pouvoir réchauffer les batteries. Donc ça, c'est vraiment la nouvelle technologie de Huawei qui est unique à Huawei. C'est justement de pouvoir récupérer avec un échangeur, on va récupérer avec le liquide le liquide thermique, quoi. On va récupérer cette chaleur-là pour ensuite la faire passer au niveau de chacune des cellules de batterie. Au niveau de la technique de refroidissement sur les différentes cellules de batterie, et ça c'est extrêmement important et intéressant à noter, c'est le point que c'est extrêmement important de minimiser le mismatch entre différentes cellules de batterie. Et au final, le mismatch, le facteur principal, il est sur la température. Donc, effectivement, on parle de la température du cabinet, la température des différents packs, mais surtout, il faut parler de la différence de température qu'il y a entre différentes cellules. Donc, sur une solution conventionnelle, en gros, on va avoir une différence de température qui peut être extrêmement importante, puisqu'en fait, sur d'autres solutions, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a une entrée du liquide de refroidissement qui va arriver sur la cellule numéro 1 et qui va ressortir par la cellule 50 ou 60, en tout cas la dernière cellule. Mais du coup, la différence de température qu'il va y avoir entre la cellule 1 et puis la dernière cellule du pack, ça va être extrêmement important. Et on pourrait avoir des différences de température de plus de 3 degrés. Et c'est vite énorme, puisque la dernière cellule, elle va se dégrader bien plus rapidement que celle-là, et qu'au final, la capacité du pack, elle va être prise par la cellule qui s'est dégradée le plus. Donc l'idée de Huawei, c'est bien de travailler sur une conception bien différente et qui va permettre de minimiser cette différence-là de température. Et donc l'idée, c'est qu'on va avoir notre entrée du liquide de refroidissement et notre sortie qui vont être sur la même cellule, et où en fait on va travailler un peu en mode comme un échangeur, ou disons dit de manière plus simple en escargot, disons, pour donc faire passer les différents tubes là sur les différentes cellules de batterie. Et donc on va avoir vraiment un différentiel de température entre une cellule et une autre qui va être minimisé. Voilà. Ensuite, là ici, je vais vous présenter vraiment l'aspect sécurité, et vraiment pour vous montrer à quel point la solution Huawei est la solution la plus safe, la plus sécure du marché. Et on va le voir pourquoi, parce que donc au niveau électrique et puis au niveau aussi thermique, on verra comment la batterie minimise, en tout cas, minimise les risques, disons, de voilà, des risques d'incendie, en tout cas d'emballement thermique de la batterie. On va voir tout ça un peu sur une vidéo et puis on en reparlera juste après. Donc on appelle ça la sécurité C2C ou C2C, Cell to Consumption. Donc premièrement sur l'aspect électrique, donc on a des capteurs de tension, de courant, de température au niveau de chaque cellule. Un optimiseur qui permet de pouvoir réellement récupérer toutes ces données. On va analyser aussi typiquement des problèmes de court-circuit, etc. Sur l'aspect système. Typiquement, c'était le sujet surtout de pouvoir détecter des fuites de courant. Et sur l'aspect thermique, on voit les différentes cellules qui sont séparées physiquement en fait, entre l'une et l'autre. On en parlera. On a une valve anti-retour qui permet d'évacuer les gaz. Chaque pack qui est IP65. Donc là, on voit effectivement l'évacuation des gaz. On en parlera. Face à une solution conventionnelle, ou si on n'a pas ce genre de système, évidemment, c'est problématique. Et puis les vents de sécurité au-dessus pour dépressuriser l'armoire de batterie.
Voilà, là-dessus, on va y revenir un peu. Surtout, c'est intéressant sur l'aspect de comment la batterie permet vraiment de protéger totalement contre l'emballement thermique. Voilà, un peu sur tous les niveaux. Donc, c'est un peu ce qu'on a vu dans la vidéo. Premièrement, au niveau des cellules, donc l'importance de un peu de rendre entre guillemets indépendant physiquement chaque cellule. Donc, on va avoir vraiment des couches de séparation physique entre chaque cellule qui permet, si on a un problème au niveau d'une cellule, qu'on ne vient pas propager, disons, les points chauds qu'il pourrait y avoir au niveau d'une cellule, les propager sur les autres cellules. Donc ça, c'est le premier point important. L'autre point, c'est au niveau du pack. Donc on l'a vu, c'est que chaque pack de batterie a un indice de protection IP65 déjà. Donc en fait, chaque pack de batterie est voilà, physiquement vraiment indépendant. C'est des packs de batterie étanches, hein, avec les 60 cellules à l'intérieur. Si on a un problème au niveau d'une cellule, eh bien, il peut voilà, disons, il y aura une certaine extraction de gaz, donc c'est du monoxyde de carbone qui sortira d'une cellule. Et en fait, l'idée, c'est que ce gaz-là, on va le maintenir dans cet espace confiné de pack de batterie. Et puis, avec une valve anti-retour, en fait, on va pouvoir sortir ce gaz via des tubes, alors qui sont faits un peu en forme de L, à l'extérieur et donc qui permettent de ne pas avoir le gaz qui va se propager dans toute l'enceinte de la batterie, là où il y a les autres packs de batterie, le compartiment d'électronique de puissance, etc. Tout va sortir et c'est vraiment un circuit indépendant. Ensuite, au niveau du système, on a vraiment deux compartiments indépendants, le compartiment batterie et le compartiment d'électronique de puissance, où on va avoir des extincteurs pour chaque compartiment, au cas où on peut avoir un problème d'un côté ou de l'autre. C'est extrêmement important de séparer la partie chimique de la batterie et la partie d'électronique de puissance. On va travailler sur en tout cas des connexions électriques spécifiques, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir séparer ces deux compartiments. Et pour nous, c'est extrêmement important pour éviter l'emballement thermique au niveau de la batterie. Et ensuite, l'autre point, on l'a vu aussi dans la vidéo, c'est le fait de pouvoir effectivement protéger finalement contre les personnes, puisque au moment qu'on a un problème, si on n'a pas réussi à pouvoir vraiment dégager toute la chaleur nécessaire, en fait, la chaleur monte, la pression monte dans l'enceinte de batterie, et donc l'idée, c'est bien d'en avoir un évent de dépressurisation au-dessus de la batterie qui va permettre, au cas où la pression est vraiment trop importante, on va dépressuriser par au-dessus la batterie et du coup protéger les personnes puisqu'on n'aura pas d'explosion potentielle de la batterie puisqu'on va pouvoir dépressuriser toute l'armoire de batterie. Donc, voilà un peu sur ce sujet de sécurité. Ensuite, on en vient un peu à discuter de modèles économiques et puis de LCOS et puis des exemples un peu de modèles économiques pour comprendre un peu comment rentabiliser une batterie. Donc la première chose à faire, déjà à se poser comme question, c'est combien ça me coûte une batterie. Et donc on va vraiment calculer ce LCOS. On a parlé juste avant, hein, le LCOS, Levelized Cost of Storage. Donc c'est le CAPEX, hein, les investissements, enfin les coûts initiaux, coûts d'investissement, les OPEX, les coûts d'opération et de maintenance, et puis le yield, donc le kilowattheure hein, que je vais pouvoir sortir de ma batterie sur toute sa durée de vie. Donc l'idée, c'est de pouvoir sortir une valeur en euros par kilowattheure que je vais pouvoir faire rentrer dans mon modèle économique et me dire quand est-ce que ça va prendre du sens d'utiliser ce kilowattheure-là. Voilà, combien ça me coûte de charger et de décharger ma batterie. Donc là, je donne un petit exemple un peu de calcul pour vous rendre compte comment le calculer. L'idée, et on arrive en fait sur des résultats là de 6,3 centimes. Bon, donc au niveau du CAPEX, alors évidemment, il faut bien tout prendre en compte. Il y a le produit en tant que tel. Hein, aujourd'hui, une 215 kWh, ça va coûter effectivement un certain prix, mais on arrive à prendre en compte en tout cas tous les éléments. Donc le produit, la batterie en tant que telle, l'ingénierie nécessaire, son installation, la mise en service, les fondations, et on arrive sur des coûts qui vont être généralement inférieurs à 290 € par kilowattheure. Et ça, c'est vraiment là comme ça une valeur qui est donnée simplement pour une seule batterie 215. Hein. Évidemment, si on a une installation avec 10 batteries ou 15 batteries, on va pouvoir réellement diminuer ces coûts-là. Et donc là, c'est vraiment en prenant vraiment une grosse marge de sécurité.
mais on peut vraiment le minimiser, on en a parlé, parce que c'est une solution vraiment plug and play, hein. Donc au final, la batterie arrive sur site, on a juste mis les fondations, on l'a mis sur son emplacement, et la mise en service se fait voilà, en moins d'une journée. Ensuite, au niveau des coûts d'opération et de maintenance, donc on l'a dit, on peut vraiment minimiser ces coûts-là avec la solution Huawei, puisque tout le monitoring se fait vraiment à distance. On a une visibilité à distance de notre installation. Euh, on a voilà, des capteurs de tout type de manière, enfin, voilà, pour avoir la visibilité la plus précise possible de toute l'installation. Et donc, au final, on peut minimiser ces coûts. Donc, on considère qu'on peut juste prendre en compte, au final, une demi-journée d'intervention par an, simplement pour faire les checks nécessaires sur site. Et puis ensuite, sur le kilowattheure généré, donc comment le calculer? Bon, l'idée, c'est bien de prendre le round trip efficiency, hein, le rendement de l'installation. Donc, typiquement, on va prendre une valeur de 91,3% de round trip efficiency. Hein, on peut bien prendre en compte le fait qu'on a une profondeur de décharge, donc depth of discharge, DOD, 200%. Donc, les 215 kWh que j'ai au départ, ils sont réellement là. Voilà, et puis selon l'utilisation, donc là ici, bon, c'est un exemple où on fait une utilisation d'un cycle par jour. Bon, en tout cas, je vais avoir plus de 68 000 mégawattheures sur la première année. Et ici, j'ai bien pris en compte aussi la dégradation sur la première année. Et donc, ça c'est pareil, vous pouvez challenger n'importe quel autre fabricant, vous n'arriverez jamais sur ces valeurs-là. Donc là, c'est 68 000 mégawattheures sur une batterie de 215 kWh. Euh, donc voilà, on arrive vraiment sur des chiffres assez impressionnants, et donc effectivement sur des LCOS qui vont être très petits. Donc là, on est à voilà, 6,3 centimes d'euros par kilowattheure. Donc, si on prend un exemple typiquement de business model, on va maximiser l'autoconsommation. Bon, si j'ai, alors on va le grossir un peu parce qu'évidemment il y a les marges, etc. Peut-être que c'est 8 centimes par kilowattheure parce que vous prenez des marges là-dessus. Peut-être que vous sous-traitez la partie maintenance, et donc une demi-journée d'intervention, ça vous coûte peut-être un peu plus cher. Donc, imaginons, voilà, on le grossit à 8 centimes. Donc 8 centimes par kilowattheure, ça c'est bien le coût par kilowattheure de ma batterie, de la charge et de décharge. Maintenant, il faut bien prendre en compte aussi par quoi je vais charger ma batterie. Et donc, si c'est du solaire, donc dans le cas d'autoconsommation maximum, on prend le surplus du solaire la journée. Hein, donc j'ai du surplus que je vais utiliser pour charger ma batterie. Et donc ça, il faut bien prendre en compte évidemment mon LCOE du photovoltaïque. Peut-être que ça me coûte, on va dire, 3 centimes pour donner une valeur. Donc là, j'ai 3 centimes de PV, plus ensuite mes 8 centimes de la batterie. Donc ça fait 11 centimes que je vais décharger dans ma consommation. Donc là, l'idée, c'est simplement de se rendre compte, ok, mais 11 centimes que j'utilise par rapport à mon coût en heure pleine, peut-être qui est de 22 ou 25 centimes, disons. Donc 11 centimes par rapport à 25 centimes, j'ai 14 centimes comme ça de bénéfices directs. Et en fait, c'est énorme. Quand vous le mettez sur un modèle économique, vous allez voir à quel point on peut vraiment rentabiliser les batteries réellement en utilisant ça. Donc ça, c'est le modèle économique où voilà, on peut bien rentrer cette configuration-là voilà, dans le Smart Logger, où l'idée, c'est qu'on va récupérer le surplus d'énergie photovoltaïque pour ensuite le réutiliser ultérieurement dans la consommation du client, et surtout pouvoir le configurer en fait cette décharge au moment où on en a le plus besoin, c'est-à-dire au moment où mon tarif d'électricité est le plus cher, c'est-à-dire en heure pleine. Voilà. Ensuite, il y a d'autres sujets importants, et c'est vrai que l'utilité de la batterie, elle est aussi pour le développement d'industriels, voilà, de centres commerciaux qui veulent rajouter des consommations, typiquement des bornes de recharge ou quoi que ce soit. Et en fait, effectivement, aujourd'hui, de plus en plus, on voit des problèmes de capacité réseau ou des problèmes de stabilité réseau ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a une capacité limitée à certains endroits du réseau national. Et donc, ce qui fait qu'en fait, le client peut se retrouver un peu bloqué, euh, puisque il n'y a pas suffisamment de capacité réseau, il souhaite augmenter sa puissance de raccordement, il ne peut pas le faire. Donc, l'idée, c'est bien de cette utilité-là de la batterie pour pouvoir répondre à cette augmentation de consommation. Et donc la batterie peut être aussi utilisée pour ça. Donc typiquement là, je viens directement sur le point en bas à droite, le peak shaving. Au final, c'est un peu lié. Hein, c'est le principe qu'on va faire
on va répondre aux pics de consommation. Et donc ça, voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut être configuré simplement avec le Smart Logger, sans besoin d'EMS externe, où on va pouvoir faire du peak shaving. Et donc, on va pouvoir répondre à des pics de consommation. Donc, c'est-à-dire se dire, bon, bah, j'ai une puissance souscrite, j'en sais rien, de 100 kW, sauf que j'ai des pics de consommation qui montent à 150 kW. Eh bien, je vais utiliser ma batterie pour pouvoir répondre à ces 50 kW là, qui sont des pics de consommation à des moments donnés. Ouais, donc, je vais dimensionner ma batterie en fonction pour pouvoir toujours répondre à ces pics de consommation. Ça, c'est le peak shaving. Ensuite, le time of use, c'est l'idée time of use en anglais, donc voilà, temps d'utilisation. En tout cas, c'est bien l'idée de pouvoir configurer des intervalles de temps dans lesquels je vais charger ou décharger la batterie. Donc en fait, c'est un peu un jeu heure pleine, heure creuse, où je vais charger en heure creuse et puis décharger ma batterie en heure pleine. Donc charger avec de l'électricité qui me coûte pas cher et puis décharger quand l'électricité me coûte plus cher. Et donc je regarde ce différentiel-là et puis je vois la rentabilité de tout ça. Ensuite, alors si je viens sur les services réseau, donc ce qui est en bas là au milieu, et bien évidemment la batterie peut être utilisée aussi pour rendre service au réseau. Ça peut être fait par des mécanismes typiquement de régulation de fréquence ou autre. Donc c'est des contrats spécifiques avec Enedis, avec RTE, typiquement en France, où on va décharger la batterie à des certains moments. On va dire, voilà, le réseau a besoin, j'en sais rien, de 500 kW à tel endroit du réseau, 500 kW pendant 2 heures. La batterie va être capable de pouvoir rendre service au réseau comme ça. Donc ça. Et puis aussi, par exemple, d'autres mécanismes, plutôt par exemple des mécanismes d'effacement. La batterie peut être utilisée aussi pour ça. Donc voilà, ça permet, tous ces mécanismes-là, d'obtenir des revenus additionnels. Et ensuite, il y a le micro-réseau en tant que tel, donc le micro-réseau qui permet de pouvoir travailler de manière isolée du réseau. Voilà, je finis un peu juste sur deux petits business cases, et puis après, l'idée, c'est un peu qu'on discute avec vos différentes questions. Donc là, c'est un business case un peu classique aujourd'hui, puisque l'idée, c'est que c'est on va dire peut-être des bureaux, par exemple, qui vont avoir une consommation, on va dire, de base de 25 kW, mais avec une capacité réseau de 55 kW. Bon, le truc, c'est qu'ils souhaitent rajouter des bornes de recharge de véhicules électriques, et donc ce qui va augmenter significativement, évidemment, la puissance, avec des bornes de recharge, typiquement du 22 kg, donc c'est du 32 ampères triphasé, 22 kg, voilà, il met 8 bornes de recharge, il va avoir un pic d'appel de puissance qui va être extrêmement important. Et donc là, le problème, c'est qu'il va être du coup limité finalement sur la puissance à délivrer sur ces bornes de recharge. Parce que s'il a 25 kW, en fait, il pourra simplement utiliser, on va dire, donc 30 kW pour recharger les véhicules électriques, quoi. Donc il sera assez limité. Donc l'idée, c'est que là, dans ces cas-là, le client se dit, je souhaite avoir plus de puissance à mon point de raccordement. Le problème, c'est que ça, on le sait, ça peut durer vraiment très longtemps déjà pour obtenir la possibilité de pouvoir avoir une capacité plus importante. Donc vous le savez tous avec les discussions avec Enedis. Et surtout, après, derrière, c'est potentiellement un budget important. Voilà, donc l'idée, c'est bien d'utiliser la batterie pour pouvoir répondre à ces demandes-là spécifiques et pouvoir augmenter finalement la puissance d'appel du consommateur. Un autre exemple, alors ici, simplement que c'est une installation qu'on a mis en service l'année dernière, si je ne me trompe pas, l'année dernière, où c'est le plus grand entrepôt d'Europe d'IKEA, qui est en Espagne, à Tarragone, où en fait l'idée c'est qu'il y a beaucoup d'espace en gros sur la toiture de ce gros entrepôt, pour finalement pas énormément de consommation, on va voir, mais donc tout est relatif. Mais donc voilà, il a été installé une grosse capacité PV, on parle de 1,8 MW, et donc on a installé des batteries pour pouvoir maximiser l'autoconsommation, et donc récupérer un peu ce surplus d'énergie solaire pour pouvoir le réutiliser ultérieurement après dans l'installation, qui permet de faire des bénéfices importants. Donc voilà un peu pour vous donner des exemples.
En tout cas, voilà. Si vous avez des questions, on va regarder un peu sur le chat. Et donc, vous avez en haut à droite hein, de votre écran, vous avez les différentes, enfin voilà, la possibilité en tout cas de poser des questions. Et puis, on va y répondre avec Laurent. Euh, donc, je regarde un peu les différentes questions. Laurent, je sais pas si tu as vu, parce que c'est vrai que j'ai pas, c'est moi, je lis. Toc. Alors, pour répondre aux questions, je les vois pas. Ok. Moi, j'en vois là, c'est par exemple par rapport au LCOS. Alors, vous indiquez un LCOS sur 20 ans à 6,3 centimes. Cela signifie que vous tenez compte de la dégradation sur 20 ans. Effectivement. Alors, c'est vrai que si je reviens sur ma slide, donc ça, c'est un point important. Effectivement, là, ici, bah, les 6,3 centimes, ils ont bien été calculés sur 20 ans. Hein. Donc, on a pris en gros dans le calcul un OPEX de 500 euros par an. Hein, donc ça fait 500 fois 20, ça fait 10 000 euros en gros, qui a été pris en compte dans le calcul. Et puis ensuite sur le yield, donc sur le kilowattheure sorti, là j'ai simplement donné une valeur sur l'année 1, mais évidemment ça a été calculé après sur 20 ans, où on a bien pris en compte la dégradation de la batterie sur 20 ans. Évidemment, bah, là la première année il y a plus de 68 000 mégawattheures, mais la deuxième année bah, il y aura un peu moins de capacité, en tout cas du coup un peu moins d'énergie sortie. Donc effectivement, ouais, ça a bien été pris en compte, voilà, le calcul sur 20 ans pour avoir ces 6,3 centimes. Après, à vous de voir, effectivement, en fonction des marges que vous faites bah, sur l'investissement initial et puis sur les coûts d'opération et de maintenance, si ça prend du sens. Mais en tout cas, Ok. on est là pour vous accompagner. Et puis, je pourrais aussi, bah, voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Et puis comme ça, je pourrais vous informer aussi sur bah, comment on calcule la dégradation de la batterie, tous ces aspects-là. On pourra regarder tout ça ensemble. Pour une autre question, existe-t-il une extension de garantie au-delà des 10 ans? Si oui, jusqu'à quel terme? Donc aujourd'hui, non. La garantie maximum que Huawei propose pour le moment, c'est 10 ans maximum. Ou 7300 cycles. Une autre question, y a-t-il un ou plusieurs capteurs de surveillance d'emballement thermique de la batterie? Oui, donc là, sur les capteurs, aujourd'hui, cette batterie est remplie de capteurs et d'électronique, hein, donc détecteurs de fumée, présence d'eau. Euh, sur la partie emballement thermique, on a la déformation des cellules, justement ce que Tanguy parlait, donc le sales to sales. Euh, les cellules, il y a une enveloppe isolante en plus, donc là on va pouvoir mesurer la déformation des cellules. Et tout l'électronique est remonté via toutes les informations des capteurs sont remontées via fusion solaire et vous pouvez avoir en temps réel l'état de la batterie. Ouais. Donc effectivement, Une autre- voilà l'importance ouais, d'avoir des capteurs effectivement un peu à tout niveau et on a bah, ces capteurs effectivement de température pour pouvoir monitorer la température au niveau de chaque pack. On a voilà, plusieurs capteurs de température, en gros au niveau de chaque plus ou moins chaque paire de cellules. Donc on peut voilà monitorer la température à chaque endroit du pack de batterie. Dans le cas où on a une batterie, est-ce qu'il est conseillé de placer un FE pour la communication du PCS et du smart logger? Ok. Donc, dans le cas où on a une batterie, doit-on connecter un câble Ethernet au port FE1 et FE2 du PCS pour communiquer avec le Smart Logger? Alors, euh, donc, effectivement, alors l'idée bah, là-dessus, on pourra revoir en détail de toute façon voilà, la communication en tant que telle. Je pourrais vous envoyer après des schémas de communication détaillés, euh, comment on y travaille. Mais effectivement, simplement, on va avoir bah, une communication avec le PCS via Ethernet. Donc effectivement, c'est simplement un port Ethernet. On va avoir un câble Ethernet entre le smart logger de l'installation et, euh, et le PCS ou les PCS euh, de l'installation. Donc après, voilà, n'hésitez pas juste à m'envoyer un mail spécifique et on pourra revoir voilà, les schémas de communication en détail.
Alors, Notre équipe. Oui, ouais, pas de souci pour vous envoyer cette présentation. On vous enverra les slides et l'intégralité de la documentation technique. C'est pas de souci. alors, je vois d'autres. Tuc, 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 quel type de liquide est utilisé pour le refroidissement des batteries Huawei? Est-il facilement disponible sur le marché? Donc ça, le liquide qui est utilisé, c'est un. Je sais pas si tu sais. Non, j'ai pas la réponse sur le type de Non. liquide, mais ça se trouve facilement sur le manuel de maintenance. Et oui, il est facile à remplacer. Il y a des spares là-dessus, pas de problème. Ensuite, Non. d'autres questions. Y a-t-il- Ah, attends, j'ai pas compris. Ouais, la question là que je vois, y a-t-il des cycles de maintenance de charge-décharge complète tous les X temps? Ok, non, Alors j'imagine. ça fait partie de Ouais, la SOC calibration, je pense, hein. Et, ouais, là, je pour pense le que coup, voilà. elle est totalement automatique et transparente pour vous. Donc la SOC calibration ne se voit pas et pas la peine de mettre la batterie en maintenance en faisant un cycle de charge ou de décharge en fonction des fournisseurs batterie. Là, sur cette batterie, c'est automatique et transparent. Ouais, ouais, exactement. Et ça, c'est un point extrêmement important, hein. Donc, on l'a vu tout à l'heure, effectivement, le principe que, voilà, que cette calibration-là d'état de charge de la batterie se fait automatiquement Ok. via le rack contrôleur module. Donc, il n'y a aucune intervention nécessaire. Effectivement, c'est Une autre un- question. Y a-t-il une taille de plancher de centrale en deçà de laquelle l'intégration d'une solution de stockage n'est pas pertinente, viable économiquement pour la base de votre retour d'expérience? Donc là, sur la partie économique, donc là, c'est non, il n'y a pas de taille de centrale, de stockage ou un ratio à faire sur la partie PV par rapport à la partie stockage. C'est vraiment au cas par cas, en fonction de la courbe de charge du bâtiment et en fonction des usages qu'on souhaite faire de la batterie. Donc, est-ce que c'est du multi-usage? Est-ce que c'est de la pure autoconsommation? Et chaque cas est différent et nécessite une analyse détaillée. Donc, il n'y a pas de taille critique au final. Faut vraiment regarder l'utilisation, la durée de vie et ce qu'on veut faire de la batterie. Ouais, effectivement, là, je rebondis là-dessus aussi, sur le principe quand même que pour rentabiliser une batterie, il faut bien la faire cycler. Et donc, si on fait pas, disons, si on fait pas, disons, 250 cycles par an, ça va être dur à rentabiliser rapidement. Parce on va pas utiliser en fait tout le kilowattheure réellement de sa durée de vie. Hein, parce que, en gros, quand on fait les calculs, en fait, la batterie, elle a une durée de vie de 7300 cycles, disons. En tout cas, c'est les garanties de performance en tant que telles de Huawei. Donc, 7300 cycles, si on le calcule, donc si j'ai 300, enfin, si j'ai un cycle par jour, 7300 cycles, ouais, un cycle par jour. ouais. Et donc, en 10 ans, on fait 3650 cycles. Et donc, en 20 ans, on en fait 7300. Donc, on arrive à tenir 20 ans en faisant un cycle par jour. Donc, si on fait moins d'un cycle par jour, au final, on va pas avoir le temps de rentabiliser la batterie. Donc, en fait, l'important, il est vraiment d'aller sentir justement comment on cycle cette batterie. Donc, effectivement, comme le dit bien Laurent, c'est bien d'analyser les courbes de charge du client avec la production photovoltaïque et donc se rendre compte du surplus qu'on va avoir, qu'on va pouvoir charger dans la batterie. Voilà. Et là, on va trouver la rentabilité, c'est en en faisant cycler la batterie. Une autre question. Peut-on transférer les données des batteries à un data logger par la sortie RS485? Donc là, pas de souci, hein. Donc ça se passe au niveau du PCS. On a une table d'échange en Modbus qu'on peut vous fournir. Et là, si vous avez par exemple un EMS tierce ou un autre data logger, vous pouvez remonter ces informations-là sans problème. Tout comme avec un onduleur, par exemple. Donc là, pas de problème pour ça. Alors, attends, je reviens quand même là-dessus parce que, par contre, on travaillera pas en RS 485, disons pour faire du contrôle en tant que tel. De toute façon, c'est toujours via Ethernet. Donc, on me dit là-dessus, donc c'est toujours donc pour communiquer avec un data logger tiers, ou en tout cas un EMS ou appelez-le comme vous voulez.
comme vous voulez. Hmm. On travaille toujours via Modbus TCP/IP. Donc c'est soit Attention. Ethernet, soit fibre optique. C'est pas en RS485, en Modbus RTU. Donc le schéma de communication, c'est vraiment qu'on a nos smart loggers. Si on veut utiliser un EMS tiers, eh bien il faudra interroger le smart logger via Modbus TCP, donc via Ethernet ou fibre optique. Mais pour préciser, hein, donc la question c'était vraiment est-ce qu'on peut transférer les données avec une sortie RS485? Mhm. Ouais, ouais. Mais du coup, non, il faut que ce soit fait en Modbus TCP/IP, donc Ok. Ethernet ou fibre optique. Comment fonctionne le mode time of use ou autoconsommation max? Donc pour le fonctionnement, c'est via le logiciel Huawei Fusion Solar qui est assez intuitive et vous pouvez régler vos plages de consommation. Donc soit la batterie en décharge, en charge et via la plateforme qui est vraiment intuitive. On pourra vous faire parvenir des slides aussi en annexe de cette présentation. Mhm. Voilà. Bon, en tout cas, je pense qu'on a répondu à la majorité des questions. Je vois qu'il est midi. Donc, eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on vous renverra un mail de toute façon, un peu enfin, évidemment de remerciements, etc. Mais surtout bah, pour que vous ayez nos contacts et puis qu'on puisse bah, du coup discuter de vos projets et aller d'autant plus en détail. Voilà, l'idée, c'était déjà de vous faire un peu enfin, de vous donner un premier point de vue. Bon, déjà évidemment sur les avantages importants de la batterie Huawei face à d'autres batteries du marché. Et puis surtout, bah, de pouvoir vous donner un peu ce point de vue de comment on va utiliser cette batterie, comment on va la rentabiliser. Et donc nous, Green Power, on est vraiment là pour ça, pour vous, pour justement vous accompagner projet par projet et arriver bah, à définir les modes d'utilisation les plus pertinents pour votre projet. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, on pourra se refaire des sessions spécifiques pour discuter de vos projets et aller d'autant plus en détail Ouais. de tout ça ensemble. Merci pour tout, merci de nous avoir écoutés et on vous renverra un mail avec l'ensemble des éléments et on reste à votre disponibilité pour d'autres questions ou dimensionnement de vos centrales. En vous remerciant. Merci à tous.